Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Asson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la musique et de son lien avec le cerveau et le corps, de son rôle dans la motivation, l'humeur et l'apprentissage, dans une série de 2 épisodes, se terminant par celui-ci. Avant de commencer, bien évidemment, installez-vous confortablement et puis, si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode qui est sorti, il y a de cela un peu plus, d'1 mois, dans lequel nous avons vu, finalement tous les différents, mécanismes liés à la musique, comment elle interagissait avec notre corps, comment elle impactait, notre corps et maintenant que nous avons vu, tout ça, aujourd'hui, nous allons aller dans des choses un peu plus concrètes concernant tout ce qui va eh bien être associé avec tout ce qui peut être la motivation, le travail, etc. Donc, maintenant qu'on a dit tout ce qu'on a dit dans le premier épisode, il y a deux autres ensembles de circuits qui sont activés par la musique et qui méritent une attention particulière dans le contexte de la discussion sur la motivation et sur la capacité qu'a la musique pour nous motiver de façon particulière. Ces circuits cérébraux sont les ganglions de la base. C'est un ensemble de circuits dans le cerveau qui sont associés avec l'initiation des actions, mais aussi de la retenue des actions. C'est ce qu'on appelle en anglais les go circuits et les no-go circuits. Donc go, no-go circuits. Les ganglions de la base, ils sont impliqués dans la régulation des mouvements. Et la seconde chose, après les ganglions de la base, est le cervelet que l'on peut parfois appeler le petit cerveau, hein, le mini brain en anglais, car ça ressemble à un petit cerveau à l'arrière du gros cerveau humain. Chez certaines espèces, le cervelet, il est assez gros comparé au reste du cerveau, mais chez l'homme, il est relativement petit et on dirait vraiment que l'on a attaché un mini cerveau au nôtre. C'est pour ça qu'on l'appelle donc le mini cerveau. Le cervelet, il est impliqué dans de nombreuses choses, mais une de ses fonctions primaires est d'encoder le rythme, le timing et le traitement, ainsi que ses sorties vers certaines zones plus profondes du tronc cérébral, comme les noyaux vestibulaires ou cochléaires, ou le noyau parabrachial. Et comme toujours, il n'est pas nécessaire de connaître tous ces noms. Je vais pas vous le cacher, ce sont des noms, voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe. Maintenant, même moi, je vais pas retenir forcément tous ces noms par cœur. Donc, tout ça pour dire que le cervelet, avec les ganglions de la base, crée des schémas d'activité dans le cerveau qui descendent en cascade vers différents circuits dans notre corps, les circuits prémoteurs et moteurs, qui génèrent non seulement la sensation que l'on est capable de bouger, mais surtout que l'on veut bouger et que l'on veut bouger d'une certaine manière. Donc, si vous avez décroché avec tout ce que je viens de raconter sur les dernières minutes à propos de la description de comment la musique impacte différents circuits neuronaux dans le cerveau, veuillez retenir ce point important. Quand nous écoutons de la musique, nous pensons que c'est simplement une expérience auditive, mais désormais, vous savez que c'est aussi une expérience émotionnelle et, et c'est un ET très important, quand nous écoutons de la musique, cela programme un ensemble spécifique d'actions motrices qui sont plus à même de se produire. Dit autrement, lorsque nous écoutons de la musique, nous sommes plus susceptibles de bouger notre corps. Et pas seulement de la danse, c'est-à-dire pas seulement bouger nos bras, nos jambes, notre buste et notre tête en rythme avec la musique.
mais bouger notre corps de sa position actuelle vers une nouvelle position. Et c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre à propos de la musique. La musique, malgré son caractère auditif générant un stimulus auditif passant par les oreilles, suscite l'activation de circuits neuronaux dans le cerveau qui créent une sorte d'inertie, qui crée une propension à l'action dans tout le corps. Donc, maintenant que vous comprenez que la musique active de très nombreux circuits cérébraux différents, bien sûr, les circuits qui répondent aux stimuli auditifs. Le cortex auditif primaire est fortement activé par l'écoute de la musique, mais également les circuits associés avec la nouveauté, l'anticipation. Nous avons parlé de circuits dans le cerveau associés avec la mémoire et aussi les circuits dans le cerveau associés avec la génération de mouvements et pas juste les mouvements synchronisés et qui correspondent à la musique qui est en train d'être écoutée, mais bien toutes les formes de mouvements. Quand nous écoutons de la musique qui a une cadence relativement élevée, et nous verrons comment déterminer la cadence d'une musique un peu plus tard dans cet épisode, quand nous faisons ça, les circuits prémoteurs, les circuits qui vont initier cette sorte d'inertie, cette pression pour le mouvement dans les circuits qui suscitent les mouvements, sont tous activés. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui aiment écouter de la musique pendant vos sessions de sport, vous êtes familier avec le fait que certaines mélodies ou certaines paroles peuvent être très motivantes. Mais il y a des données qui montrent que lorsqu'une personne écoute une musique qui est plus rapide que 140 à 150 battements par minute, cela crée un état de motivation plus élevé pour bouger. Et ce type de musique fait cela en changeant l'équilibre entre les circuits go et no-go des ganglions de la base, ceux dont nous avons parlé au tout début de cet épisode. Il y a aussi d'autres façons, par exemple, la musique peut susciter la libération de certaines substances neurochimiques appelées les catécholamines, qui incluent la dopamine, l'épinéphrine et la norépinéphrine, depuis le cerveau ou le corps avec la glande surrénale, qui déplace le corps vers une position spécifique plus susceptible de susciter un mouvement. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'écouter de la musique relativement rapide, vous prédispose à être plus motivé pour bouger, et c'est indépendant de si vous êtes familier avec cette musique ou non. C'est indépendant de si les paroles de cette musique sont motivantes ou non, et si elles le sont, cela va juste s'ajouter avec les effets de la cadence rapide, vous prédisposant à bouger. Mais ce qui est remarquable est que simplement écouter cette musique à cadence rapide crée une résonance neuronale, si vous voulez, un schéma d'activation neuronale en vous qui va métaphoriquement faire passer votre état de motivation de votre talon vers l'avant de votre pied, vous permettant d'appuyer sur l'accélérateur en quelque sorte. Donc, s'il y en a parmi vous qui souffrent d'un manque de motivation, en particulier pour le sport, mais aussi pour faire du travail mental, où vous allez être assis et presque pas bouger pour lire, apprendre, écrire, etc., écoutez de la musique pendant 10 à 15 minutes avant de faire le sport ou le travail mental est une des meilleures manières de se motiver pour s'engager dans ce travail physique et ou mental. Cela a été bien démontré dans plusieurs études, le tout en utilisant différents types de musique. Et encore une fois, il y a de multiples mécanismes qui convergent pour créer cet état de motivation. Certains de ces mécanismes sont neurochimiques, avec par exemple la libération des catécholamines, dopamine, épinéphrine et norépinéphrine. Certains sont basés sur les circuits neuronaux, c'est-à-dire sur l'activation des circuits prémoteurs, et ils vont se combiner avec les circuits neuronaux responsables d'une vision plus étroite, qui est une bonne chose lorsque vous souhaitez être motivé. Ces circuits vont réduire votre champ visuel vers une vision tunnel comparée à une vision plus panoramique. Et cela va vous permettre d'appuyer sur l'accélérateur
pour faire passer votre corps d'un état de motivation nul à un état de motivation élevé. Et le protocole pour faire cela est assez facile à mettre en place. Bien sûr, c'est encore mieux si les musiques que vous écoutez pour vous motiver vous plaisent et si elles contiennent des paroles que vous trouvez motivantes. Mais le plus important est d'écouter des musiques à cadence rapide, c'est-à-dire 140-150 battements par minute, pendant 10 à 15 minutes avant de faire son activité physique ou mentale. En parlant de travail mental, une question qui revient souvent est: quel type de musique ou de son dois-je écouter pour augmenter ma productivité, ma motivation, ma concentration, etc. Pour ça, il existe des battements particuliers qu'on appelle les battements binauraux, B-I-N-A-U-R-A-U-X, binauraux, qui sont des battements de fréquences différentes qui sont présentés à une oreille ou à l'autre. C'est plus efficace avec des écouteurs ou un casque audio, et il y a comme toujours une variété assez conséquente de battements binauraux que vous pouvez trouver. Et il y a de bonnes études sur le sujet qui démontrent, lorsque les personnes écoutent des battements binauraux de fréquence égale à 40 Hz, que cela peut améliorer la concentration et l'attention. Néanmoins, et c'est important, il y a des études récentes qui démontrent que les battements binauraux peuvent parfois nuire à la concentration et à l'attention, et par conséquent nuire à la performance cognitive. Mais c'est ces études qui montrent la potentielle nuisibilité des battements binauraux. N'utilisez pas des battements binauraux à 40 Hz. Donc il faut encore attendre un peu pour être fixé sur ces battements binauraux. Mais si on résume, il y a des données positives sur le fait qu'écouter des battements binauraux à 40 Hz peut améliorer la concentration et l'attention, et il y a des données sur le fait que des battements binauraux à des fréquences différentes de 40 Hz peuvent être nuisibles pour la concentration et l'attention. Il existe également des bruits blancs, les white noises en anglais, que l'on peut mettre en fond, ou les bruits marrons ou fréquences sombres, donc brown noises, qui sont similaires aux bruits blancs, mais avec des fréquences, avec certaines fréquences qui sont accentuées et d'autres qui sont atténuées. Et vous pouvez trouver très facilement sur YouTube, Spotify, etc., hein, ce genre de son. Et vous pouvez les tester pendant que vous travaillez ou quand vous lisez et voir s'ils marchent ou non pour vous. Comme toujours, et c'est valable pour les battements binauraux à 40 Hz aussi, vous n'êtes en aucun cas obligé d'utiliser ces outils. Faites-le seulement si vous en tirez des bénéfices. Mais donc pour le savoir, il faut tout de même les tester si ça vous intéresse. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver très facilement du contenu pour ce type de son gratuitement. Et contrairement à la musique qui s'écoute avant de faire le travail, les bruits blancs, marrons ou les battements binauraux à 40 Hz s'écoutent pendant que vous faites l'activité mentale. Pour ce qui est des tâches d'apprentissage, les études ont globalement tout couvert. Silence, musique instrumentale, musique avec parole, musique préférée du participant, avec ou sans parole, dans le fond pendant la session d'apprentissage. Et les données sont très claires à ce sujet. En moyenne, les personnes étaient meilleures pour performer une tâche mentale demandant beaucoup d'attention lorsqu'elles accomplissaient cette tâche dans le silence complet. À la deuxième place, derrière le silence, il y a accomplir cette tâche mentale avec une musique purement instrumentale. Et dans ce cas, il y a eu pas mal de variations par rapport au fait que les participants préféraient les musiques avec une cadence rapide, donc 150, 140, 150 battements par minute, ou des musiques avec une cadence faible, 60 battements par minute ou moins. Et nous reviendrons un peu plus tard sur ces fréquences, car elles représentent des seuils qui induisent différents types d'états émotionnels, par exemple heureux ou triste. Donc, c'est plutôt clair.
Lorsque les participants travaillaient dans le silence, ils obtenaient de meilleures performances que lorsqu'ils travaillaient avec de la musique instrumentale dans le fond, et leurs performances étaient encore moins bonnes lorsqu'ils travaillaient avec de la musique contenant des paroles en fond, et nous verrons pourquoi un peu plus tard. Et les participants, ils étaient encore moins bons lorsqu'ils travaillaient avec leur musique préférée dans le fond de la pièce, ce qui est un peu surprenant au premier abord. Il est donc plutôt conseillé de travailler en silence ou avec de la musique instrumentale dans le fond de la pièce lorsque vous souhaitez accomplir une tâche mentale. Mais si vous vous souvenez, nous avons parlé d'études qui comparaient le travail en silence au travail avec l'écoute de bruits blancs ou de bruits marrons ou de battements binauraux à 40 Hz. Et dans ces études, le fait d'écouter des bruits blancs, des bruits marrons ou des battements binauraux à 40 Hz améliorait les performances cognitives par rapport au travail en silence. Mais il n'y a pas encore d'études qui comparent les bruits blancs et les bruits marrons directement à la musique. Tout ça fait beaucoup d'informations, mais la chose à retenir est très claire. Si vous voulez vous concentrer et apprendre, travailler en silence ou avec des bruits blancs, des bruits marrons ou des battements binauraux à 40 Hz va être préférable plutôt que de travailler tout en écoutant de la musique. Mais si vous voulez écouter de la musique pendant que vous travaillez, pour faire du travail mental, il est préférable d'écouter de la musique purement instrumentale, donc sans parole, et idéalement avec une cadence supérieure à 140-150 battements par minute. Maintenant, je ne vous demande pas d'aller mesurer la fréquence des battements des musiques que vous écoutez. Surtout que cette fréquence, elle va changer au cours de la musique. 140-150 battements par minute représente une moyenne sur toute la musique. La chose qui est claire est que beaucoup de personnes, moi y compris, écoutent leur musique préférée pendant qu'elles travaillent, mais on sait maintenant que cela dégrade les performances. Nous savons par exemple que quand nous lisons, nous créons un récit sémantique dans notre tête et quand nous écoutons de la musique avec des paroles et en particulier des paroles que l'on reconnaît, le contenu sémantique de la musique, c'est-à-dire les paroles, rentre en compétition avec la compréhension du récit dans notre tête et de la chose que l'on est en train d'essayer d'apprendre. Donc c'est maintenant évident pourquoi écouter sa musique préférée, qui en plus contient des paroles, nuit à votre apprentissage lorsque vous le faites pendant que vous essayez d'apprendre. C'est à cause du fait que vous avez plusieurs dialogues en même temps qui se passent dans votre tête. Et si l'on fait une légère tangente, certaines personnes sont capables de retenir beaucoup d'informations après avoir lu un texte car, tout en lisant, elles entendent les mots qu'elles lisent dans leur tête. Elles écoutent le dialogue interne qui se produit dans leur tête tout en lisant en quelque sorte. Mais ça paraît assez logique vu ce que l'on vient de dire. Si vous écoutez dans votre tête les mots que vous lisez, ou si vous les marmonnez tout en lisant, et au passage, lorsque vous lisez, cela fait que le cerveau génère de l'activité des circuits prémoteurs. Vous savez maintenant que ce que cela signifie, parce que il génère de l'activité des circuits prémoteurs vers les muscles au niveau de la gorge, le larynx et le pharynx, et le signal envoyé, il est juste en dessous du seuil pour qu'on commence à lire à voix haute. Autrement dit, lorsque vous lisez, vous êtes à deux doigts de dire les mots que vous lisez à haute voix, et c'est à ça que se réfère le fait d'écouter les mots que l'on lit dans sa tête. Nous sommes donc en train d'arriver à avoir quelques principes généraux sur la musique et comment elle peut impacter le cerveau et comment elle peut être utilisée pour mieux apprendre, pour être plus motivé pour les efforts mentaux et physiques. Donc, si vous voulez vous motiver à faire une activité physique ou mentale, écouter de la musique avant de faire cette activité est une bonne idée. Si vous voulez apprendre quelque chose, c'est donc une activité mentale qui requiert de l'attention, de la concentration et de la lecture. Le silence, des battements binauraux à 40 Hz, les bruits blancs ou les bruits marrons sont le mieux. Mais si vous voulez écouter impérativement de la musique,
écouter de la musique instrumentale sans parole, eh bien, c'est la meilleure chose. Et écouter de la musique avec des paroles que vous connaissez, c'est la pire option possible. Ceci dit, il y a de bonnes études qui disent que certes, écouter de la musique tout en essayant de faire une activité mentale peut être nuisible à l'apprentissage, mais il s'avère qu'écouter de la musique avec des paroles ou non lors des pauses entre deux sessions d'apprentissage peut augmenter votre capacité à vous concentrer et donc à apprendre. Donc, ce n'est pas qu'écouter de la musique est mauvais pour votre capacité d'apprentissage, en particulier de la musique avec des paroles que vous connaissez. C'est le fait d'écouter cette musique pendant que vous essayez d'apprendre euh, qui est nuisible. Mais écouter de la musique, et en particulier de la musique avec des paroles que vous connaissez et qui sont plutôt motivantes et inspirantes pour vous, entre deux sessions de travail, est un stimulant cognitif et un améliorateur de performance lorsque vous reprenez l'apprentissage en silence ou en écoutant des bruits blancs, marrons ou des battements binauraux à 40 Hz. Au final, comme pour beaucoup de choses, ça n'est pas tout noir ou tout blanc. Ça n'est pas que le silence euh, est meilleur que la musique ou que la musique est mauvaise pour étudier. Il s'avère qu'écouter de la musique, en particulier de la musique avec des paroles qui vous sont familières, peut être très bénéfique lorsque c'est fait au bon moment, c'est-à-dire pendant les pauses entre deux sessions de travail mental. Parce que pour la plupart des gens, une session de travail, elle dure au maximum 90 minutes. Ça n'est pas 90 minutes de pure concentration, mais c'est 90 minutes de travail. Puis si on les dépasse, on commence à être inefficace. C'est pourquoi prendre 5 ou 10 minutes de pause au bout des 90 minutes ou au bout de 30 ou 60 minutes, ça peut être utile. Et si en plus vous écoutez de la musique avec des paroles que vous connaissez bien pendant ces 10 à 15 minutes de pause, cela semble améliorer votre capacité à vous concentrer et à apprendre de nouvelles choses une fois que vous retournez à votre bureau pour une nouvelle session de 30, 60 ou 90 minutes de travail. Et donc, ça marche aussi pas que pour les pauses, mais aussi juste avant de commencer. Si vous allez passer, je sais pas moi, 1 heure et demie au total dans la matinée à travailler, juste avant de commencer, vous pouvez écouter pendant 5 à 10 minutes de la même manière une musique avec des paroles que vous connaissez pour eh bien, améliorer vos capacités de concentration sur le premier cycle de travail. Pour ce qui est du sport, beaucoup de personnes aiment écouter de la musique pendant leurs séances, que ça soit pour des séances de résistance à la salle de musculation ou pour faire de l'exercice cardiovasculaire. Les données sur le fait qu'écouter de la musique pendant sa séance permet d'améliorer les performances physiques sont un peu mitigées. Vous trouvez des études qui montrent que cela améliore les performances, mais vous trouvez d'autres études qui disent que ça ne fait aucune différence et d'autres qui vont dire que cela réduit les performances physiques. Néanmoins, le type d'exercice physique entre ces différentes études, il n'est pas très bien assorti. On peut donc se dire que cela va être très personnel au final. Certaines personnes s'en sortent mieux en écoutant de la musique pendant leur série, pendant leur pause ou pendant leur course, d'autres moins. Ça va grandement dépendre de chacun. Il va falloir que vous fassiez des tests pour comparer et voir si cela est bénéfique, neutre ou nuisible pour vos performances physiques. Cependant, une des choses les plus intéressantes de la littérature scientifique à ce sujet est que si vous écoutez de la musique, en particulier de la musique qui a tendance à être plus rapide, par exemple du rock and roll, écoutez cette musique entre deux séries lors d'une séance à la salle, donc pendant les pauses, ou périodiquement lors d'une course à pied ou d'une sortie à vélo, peut en effet améliorer les performances plus que lorsque vous écoutez de la musique pendant toute votre séance à la salle ou pendant toute votre course à pied ou toute votre sortie à vélo. Autrement dit, si vous trouvez utile pour vous d'écouter de la musique avant, pendant et après vos séances, c'est super.
Toutefois, les données indiquent que passer du silence à la musique et de la musique au silence, et dans ce cas, ce serait de la musique avec laquelle vous êtes familier et qui peut susciter une sensation de motivation et d'action en vous, cela peut s'avérer utile. Donc, il n'y a pas vraiment de protocole pour comment utiliser la musique pour améliorer les performances physiques, mais si vous êtes intéressé pour jouer avec certaines variables dont nous avons parlé, faites des tests et voyez ce qui marche ou non pour vous. Abordons maintenant comment utiliser la musique pour changer notre humeur et pour sortir d'états d'anxiété. C'est quelque chose de très intéressant dans la littérature et avec des choses très spécifiques à prendre et à faire que beaucoup vont trouver intéressantes, je pense. Cependant, nous n'avons pas besoin d'études scientifiques pour nous illustrer comment la musique peut changer notre humeur. Et vous savez déjà pourquoi écouter de la musique triste ou joyeuse peut nous rendre triste ou joyeux. C'est parce que lorsque vous écoutez de la musique, il y a des composants fondamentaux de cette musique, littéralement la structure mathématique de cette musique incluant la fréquence des sons, la cadence des sons, tout comme les paroles, mais même en l'absence de paroles, qui activent des circuits cérébraux à tel point que la fréquence des sons que l'on entend suscite le déclenchement de neurones dans le cerveau à la même fréquence. En d'autres termes, le cerveau devient un peu un piano jouant la même musique que vous entendez dans votre tête, mais quand vous comprenez que les neurones parlent le langage électrochimique, nous sommes en train de parler d'une musique qui suscite la libération de substances neurochimiques dans votre cerveau à une fréquence particulière. Pensez-y un instant. Nous savons que des substances chimiques telles que la dopamine, la sérotonine, certains opioïdes endogènes, et ici on ne parle pas des opioïdes que certaines personnes prennent et qui ont créé la crise des opioïdes, etc., euh, ainsi que d'autres substances sont libérées en accord avec le déclenchement de neurones spécifiques, et nous savons que lorsque vous écoutez de la musique à des fréquences particulières, arrangées d'une certaine manière, que les neurones qui libèrent ces substances se déclenchent à la même fréquence et donc que le son cause un concert pharmacologique dépendant du son dans votre cerveau. Et ce fait doit rendre clair pourquoi certaines musiques, même en l'absence de paroles, peuvent susciter certains états émotionnels. Certaines fréquences sonores sont transformées dans le langage neuronal dans votre cerveau qui libère certaines substances neuronales qui créent certains états émotionnels du cerveau et du corps. Et juste pour insister sur à quel point c'est incroyable, si vous voyez une peinture magnifique ou le visage d'une personne, visage en photo ou en vrai, qui suscite une émotion particulière, forte, positive ou négative en vous, vous n'avez pas trop de difficulté à imaginer que cela induit la libération de certaines substances chimiques ou peut-être, dans le cas d'une émotion négative, la retenue de certaines substances neuronales, mais nous ne pouvons pas dire qu'une fréquence particulière de couleur, par exemple les rouges, par rapport au orange ou la présence d'un arc-en-ciel, suscite une cascade de substances neurochimiques similaires à un arc-en-ciel, tandis qu'avec les sons, c'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Et tout ceci n'avait pas pour but de diminuer le rôle de la vision et de sa capacité à susciter des états émotionnels en nous, mais on doit reconnaître que le système auditif, et en particulier les circuits dans le cerveau qui répondent à la musique, ont une capacité exceptionnelle pour susciter des états émotionnels. C'est pourquoi, lorsque l'on demande aux personnes dans des sondages pourquoi elles écoutaient de la musique, les réponses obtenues ressemblaient en général aux statistiques suivantes. Environ 90% des personnes ont répondu qu'elles écoutaient de la musique pour se détendre. Environ 82% des personnes ont répondu qu'elles écoutaient de la musique pour se rendre heureux. Environ 46,5% des personnes ont répondu qu'elles écoutaient de la musique pour traiter des états émotionnels particuliers. Nous verrons ce que traiter signifie dans quelques instants.
Mais la majorité du temps, lorsque ces études ont demandé quel type de musique écoutent les personnes pour mieux traiter leurs émotions, c'est toujours pour traiter des émotions de tristesse. Et on a aussi 32,5% des personnes qui ont répondu qu'elles écoutaient de la musique pour améliorer leur concentration. Et nous avons déjà parlé du rôle de la musique dans la concentration, ou sa capacité dans certains cas de nuire à la concentration. Et là, vous êtes peut-être demandé comment les personnes, donc 90%, écoutent de la musique pour quelque chose, puis il y en a 82% pour autre chose, ce qui fait déjà largement plus de 100%. Bien sûr, dans les sondages, hein, les personnes, avaient la possibilité de donner plusieurs raisons à pourquoi elles écoutaient de la musique. Donc la plupart des gens, ils l'ont fait car tout le monde écoute de la musique pour plusieurs raisons. Pour en revenir aux faits, presque la moitié des personnes écoutant de la musique quotidiennement le font en partie pour traiter des émotions. On peut donc se demander quel type de musique suscite des émotions et nous permet de traiter des émotions, ou du moins permet de nous aider à traiter certaines émotions. Un bon nombre d'études ont été faites à ce sujet et il y a des méta-analyses qui convergent vers des thèmes généraux. C'est la force des méta-analyses qui ne considèrent pas toutes les études de manière égale. Ça dépend de beaucoup de choses. La rigueur scientifique, les conditions, le nombre de participants, etc., etc. Ce que l'on peut dire, c'est que la musique qui a tendance à rendre les personnes heureuses ou qui a tendance à faire passer une personne de moins heureuse à plus heureuse, peu importe l'état dans lequel la personne est arrivée pour l'expérience, a tendance à être des musiques plus rapides, c'est-à-dire des musiques qui contiennent en moyenne 140 à 150 battements par minute ou plus. Et il y a d'autres caractéristiques d'une musique joyeuse, entre guillemets, comme le fait que ça a tendance à être dans une tonalité majeure. S'il y a des paroles, elles ont tendance à être à propos de choses joyeuses et positives, ou alors, non pas ou alors, ou d'un non-sens total. C'est vrai que les paroles, ça peut être des choses joyeuses, réalistes, etc., ou les paroles ne peuvent avoir aucun sens. Donc, des musiques dont les paroles n'ont aucun sens, mais qui ont la même cadence, 140, 150 battements par minute ou plus, que des musiques avec des paroles cohérentes racontant des choses positives, l'amitié, l'amour, le mariage, l'aventure, les enfants, etc. Ces musiques qui n'ont aucun sens produisent les mêmes effets, la même hausse de bonheur que les musiques structurées avec des paroles cohérentes autour d'événements joyeux. Donc, la cadence de la musique est sans aucun doute la variable clé pour changer son humeur de dépressif, triste, neutre, vers non dépressif, moins triste, jovial, etc., etc. Et cela explique aussi les chansons au succès éphémère, par exemple Despacito, car ces musiques, elles sont très rarement, voire jamais des, musiques tristes, ce sont presque toujours des musiques qui sont en mesure de changer notre humeur pour nous rendre plus heureux. Et souvent, les paroles de ces musiques ne sont pas profondes. Elles ne parlent pas d'un état émotionnel particulier ou d'un problème. C'est juste une musique de fête, c'est juste une musique qui est édifiante pour beaucoup de monde. Et cela permet de faire le lien avec le fait que l'intelligence artificielle est utilisée de nos jours pour reproduire ce genre de musique en se basant sur la neuroscience autour de comment la musique impacte le cerveau et donc certainement que l'IA va générer des musiques pour nous. Maintenant, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent être inquiètes par rapport à l'IA, si on fait une petite parenthèse, mais peut-être qu'elle va réussir, cette intelligence artificielle, à créer des musiques incroyables auxquelles aucun humain n'aurait pensé, ou elle va peut-être réussir à changer notre humeur de telle manière que les humains n'ont jamais réussi à faire. Ou peut-être qu'elles vont totalement flop et que les humains resteront bien meilleurs. Tout peut arriver. Il ne faut pas tomber dans un pessimisme ou un cynisme vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il faut utiliser tous les moyens à notre disposition pour exploiter les données recueillies par la neuroscience afin de générer des stimuli pouvant changer notre humeur de manière positive.
Et si l'intelligence artificielle est capable de nous aider de ce point de vue-là, pourquoi s'en priver? Et surtout, ça serait vraiment super, à condition, bien sûr, que l'impact environnemental ne soit plus un problème dans ces cas-là. Et une autre caractéristique de la musique joyeuse, entre guillemets, est sa capacité à détendre le sillon du front et à faire hausser les sourcils, et pas juste avec l'excitation autonome, mais plutôt grâce à l'activation de muscles faciaux. Inversement, nous savons que la musique triste, que l'on peut définir comme une musique avec une cadence plus lente, c'est-à-dire 60 battements par minute ou moins, en moyenne toujours, et c'est bien sûr indépendant de la présence de paroles ou non. La musique triste a tendance à activer le muscle corrugateur du sourcil, euh, donc qui est un muscle sourcilier, ou qu'on appelle aussi le muscle sourcilier du front, muscle responsable des froncements de sourcils et qui conduit à un regard plus sévère, plus sérieux. Et vu où on en est dans cette discussion, ça ne doit pas vous surprendre. Nous savons comment des musiques particulières suscitent la libération de substances neurochimiques particulières, mais écouter certains sons suscite de manière plus directe l'activation de certains circuits prémoteurs dans le cerveau et le corps, et pas simplement l'envie de bouger ses membres, son tronc ou sa tête, mais aussi les microstructures du visage, parce que l'un des rôles principaux du visage est de communiquer des émotions. Il va donc y avoir il va donc soit y avoir une détente des sourcils et un visage plus ouvert, soit une activation des muscles sourciliers et par conséquent un visage plus fermé. Et si tout ça n'est pas déjà suffisamment intéressant, il semble y avoir une relation directe entre la fréquence de la musique que vous écoutez, qu'elle soit basse ou haute, et l'expression faciale. Et en effet, quand vous écoutez des tonalités basse fréquence distantes les unes des autres, qui ne se mélangent pas, vous obtenez la tête très familière liée aux basses pardon, dans la musique. Donc, c'est par exemple le mouvement de la tête de haut en bas avec les lèvres serrées, les sourcils légèrement froncés quand on s'ambiance bien sur une musique. On fait donc référence ici à ce que les neuroscientifiques appelleraient une ligne étiquetée, littéralement un circuit de neurones qui part de la périphérie, les oreilles dans notre cas, et qui va dans notre cerveau au travers de plusieurs situations différentes et qui ensuite s'éparpille pour impacter toutes sortes de choses en nous. État émotionnel, état de motivation, notre propension à bouger, mais aussi une ligne étiquetée qui vient du fait d'entendre des sons basse fréquence jouer, espacés les uns des autres, qui suscitent une expression faciale particulière. Et tout cela fait référence à une chose dont nous avons parlé il y a un moment, et qui est le fait que la musique, le chant et la danse ont certainement précédé le langage parlé. Et les lignes étiquetées ces circuits qui activent certains muscles du visage et qui suscitent certains états émotionnels, sont les composants les plus fondamentaux de la communication et de la manière dont les humains ont communiqué sur leurs états émotionnels et induisant littéralement ce même état émotionnel chez d'autres êtres humains il y a des dizaines de milliers d'années, si ce n'est pas beaucoup plus. Ce qui est bien est qu'il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à l'impact de la musique sur le cerveau, mais aussi un grand nombre d'études qui se sont intéressées à l'impact de certains types de musique sur l'humeur. Et ce qui est bien, c'est que l'on dispose par conséquent, par exemple, du nombre de minutes d'écoute de musique joyeuse afin de changer votre humeur vers un état plus joyeux. Et c'est assez bien documenté dans la littérature scientifique. Le minimum requis d'écoute pour de la musique joyeuse afin qu'elle vous fasse changer de manière significative d'état émotionnel pour vous rendre plus joyeux, en rappelant que la musique joyeuse est en général une musique avec une cadence rapide, 140-150 battements par minute ou plus, avec parole ou non, eh bien le seuil est fixé à 9 minutes d'écoute.
Donc si vous voulez changer votre état émotionnel pour qu'il soit plus joyeux, écouter des musiques joyeuses pendant 9 minutes ou plus constitue une approche efficace, simple et rapide. Qu'en est-il pour traiter des émotions plus négatives? Et cela pose une question plus large encore, qui est d'ailleurs une question assez commune. Lorsqu'on est triste, lorsqu'on expérience la perte de quelque chose, une rupture amoureuse, la perte d'un proche, la perte d'un animal de compagnie, est-il mieux de se livrer à notre peine? C'est-à-dire, est-il mieux d'essayer de pleinement ressentir ses émotions, ou bien est-il mieux d'essayer de contrer ces émotions? Et il y a débat à ce sujet. Le fait de se livrer à ces émotions nous permet-il de nous soigner ou nous enfonce-t-il encore plus dans une spirale négative? Mais comme nous parlons de la musique et du cerveau, et du fait que la musique a une capacité formidable pour susciter des états émotionnels, ce qui inclut des états tristes, ce qui a été montré dans la littérature est que quand les personnes se sentent tristes pour n'importe quelle raison, une rupture amoureuse, la mort de quelqu'un, peu importe, on s'en fiche de savoir pourquoi elles se sentent tristes. Après tout, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles se sentent tristes pour ses études. Écouter de la musique triste pendant 13 minutes ou plus, cette musique peut contenir des paroles familières ou aucune parole, peu importe s'il y a des paroles ou non. Ce type de musique va être en moyenne à 50 ou 60 battements par minute ou moins. Eh bien, écouter ce type de musique pendant 13 minutes ou plus est efficace pour permettre aux personnes de traiter leurs émotions négatives et dans une certaine mesure de dépasser leurs sentiments de tristesse. Donc, ce que suggèrent les études est que lorsque vous vous sentez triste, se livrer à cette tristesse, la ressentir, voire même l'amplifier en écoutant de la musique triste pendant 13 minutes ou plus, peut vous aider à traiter cette tristesse sur le long terme. Et je pense que c'est très important, car tôt ou tard dans notre vie, nous serons confrontés à la tristesse, au chagrin, à cause de la mort notamment. Et à chaque fois, la question est de savoir, la question de savoir si il faut se livrer à cette tristesse ou la refouler se pose. Et ce que les études semblent indiquer est qu'égaler, voire amplifier cette tristesse, ce chagrin par l'écoute de musique triste pendant 13 minutes ou plus, peut nous aider à surmonter cette tristesse et ce chagrin. Et on peut argumenter que c'est plus ou moins une utilisation de la catharsis, cette amplification de l'expression émotionnelle pour essayer de faire partir cette émotion. Donc, ces données soutiennent l'idée que lorsqu'on se sent triste, amplifier ou du moins égaler ses émotions via l'écoute de musique triste pendant 13 minutes ou plus, et comme pour la musique joyeuse, vous n'êtes pas obligé de mettre un minuteur, hein, bien sûr, c'est une manière d'aider pour arriver à surmonter cette tristesse. Nous venons donc de parler de la capacité de la musique pour changer l'humeur, pour la rendre plus joyeuse ou moins triste, mais il y a aussi pas mal de données sur l'utilisation de la musique pour sortir d'un état d'anxiété, chose qui peut être accomplie par d'autres techniques, notamment respiratoires. Euh, une technique assez courante et que j'ai déjà partagée plusieurs fois sur le podcast, c'est de prendre une grande inspiration par le nez, remplir entièrement ses poumons, puis reprendre une toute petite inspiration pour finir de remplir ses poumons encore une fois par le nez, et ensuite de tout expirer entièrement, tout l'air présent dans ses poumons, tout l'expirer par la bouche. Donc si je vous fais une démo, je ne sais pas si ça s'entend, je présume que oui. Donc j'inspire par le nez, une dernière petite inspiration avec un peu de morve parce qu'on est malade, et ensuite, et on fait ça jusqu'à ce que les poumons soient vides. Donc voilà, réduire l'anxiété, ça peut être fait, réduire le stress et l'anxiété grâce à cette technique. Et donc cette technique, elle fonctionne en temps réel.
mais plutôt nous avons parlé de comment écouter de la musique euh, et en quoi cela faisait changer la fréquence cardiaque et améliorer la variabilité notamment de la fréquence cardiaque. Ça, on l'a vu dans l'épisode précédent, donc que vous avez très probablement écouté. Et donc, par conséquent, comment cela impacte positivement certains marqueurs de santé. Et tout cela se fait au travers de la respiration, comme nous l'avons vu dans le précédent épisode. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, il y a des études qui se sont intéressées de savoir s'il existait des stimuli musicaux particuliers permettant de réduire significativement l'anxiété chez un individu. Et une étude d'une université américaine a montré que si une personne écoutait une musique particulière, que l'on va définir dans un instant, alors cette personne avait une réduction de son anxiété pouvant aller jusqu'à 65%, ce qui est une réduction significative d'anxiété. Et il est important de mentionner le fait que cette réduction de 65% d'anxiété a été réalisée avec seulement 3 minutes d'écoute de cette musique particulière. Et encore plus impressionnant, cette musique particulière est aussi efficace pour réduire l'anxiété que l'un des benzodiazépines les plus prescrits. Quelle est cette musique magique pour la réduction de l'anxiété, allez-vous me demander? Eh bien, je l'ai partagé dans un des formats courts qui est sorti il y a un petit moment. Le titre de cette musique, c'est Weightless, donc c'est en anglais, Weightless, Weightless, de Marconi Union. Marconi, Marconi et Union, c'est comme en français. Donc Weightless de Marconi Union. C'est une musique très relaxante et toute personne souhaitant réduire ses niveaux d'anxiété devrait essayer d'écouter cette musique pendant 3 minutes, car l'écoute de cette musique a très peu de chances d'être nuisible pour vous et a de très fortes chances d'être bénéfique et de réduire votre anxiété. Il n'y a qu'à regarder sur YouTube, par exemple, le nombre de vues qu'ont, qu'a cette musique et notamment, c'est la musique bouclée sur elle-même pendant 10 heures, heu, pour voir que, bah, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette musique, notamment, pour, réduire leur anxiété. Et c'est le genre de musique que vous pouvez enregistrer dans votre téléphone, comme ça, dès que vous vous sentez anxieux ou que vous pensez que vous allez être anxieux, vous mettez vos écouteurs et vous écoutez cette musique pendant au moins 3 minutes. Depuis que l'on parle de musique, nous n'avons pas encore abordé le fait de jouer d'un instrument, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui en jouent régulièrement, et peut-être même depuis longtemps. Ou peut-être que certains d'entre vous en ont joué, mais ont arrêté depuis et n'en ont... Ou alors, comme moi, certains d'entre vous n'en ont peut-être jamais joué. Si je parle de ça, c'est parce qu'il y a des dizaines, si ça n'est pas des centaines d'études, qui montrent que quand des enfants, en particulier des enfants plus jeunes que 8 ans, apprennent à jouer d'un instrument de musique, et encore mieux de plusieurs instruments de musique, peu importe s'ils apprennent à lire la musique ou non, cela les amène à une plus grande connectivité dans leur cerveau qui persiste à l'âge adulte et qui facilite d'autres formes de neuroplasticité et d'apprentissage. Il y a une grande variété de circuits qui ont tendance à s'étendre lorsque les enfants apprennent à jouer d'un instrument avant 8 ans. Après, ça n'est pas parce que vous avez un enfant de 9 ans, de 16 ans ou que vous êtes un adulte que c'est forcément fichu. C'est juste que, ben, pour faire des études, les chercheurs, ils ont besoin de faire des choix sur qui inclure et qui exclure. On ne peut pas prendre tout le monde. Et donc, ce qui est clair est qu'apprendre à jouer un instrument ou plus avant ses 8 ans augmente en moyenne la connectivité dans le cerveau de ces enfants comparé à ceux qui n'en jouent pas. La bonne nouvelle est qu'apprendre à jouer d'un instrument ou même écouter des nouvelles formes de musique, musique que vous n'avez pas l'habitude d'écouter régulièrement, pendant 30 à 60 minutes par jour, et ça n'a pas besoin d'être tous les jours, ça peut être 30 à 60 minutes 3 jours par semaine, eh bien cela permet
d'étendre la connectivité cérébrale de telle sorte que cela amène vers une meilleure compréhension musicale. Mais apprendre à jouer d'un instrument de musique à n'importe quel âge, tout comme chanter, en particulier en groupe, du style avec une chorale, permet d'améliorer l'apprentissage de nouvelles choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec la musique et le chant. Autrement dit, il semble qu'apprendre à jouer d'un instrument et chanter sont une passerelle vers la neuroplasticité et donc vers l'apprentissage d'à peu près n'importe quoi. Et tout cela est bien soutenu par les études. Les enfants apprenant à jouer de 1 à 3 instruments ou chantant en groupe ont une amélioration de l'ordre de 30% de la connectivité au niveau du réseau dans le cerveau qui relie les deux hémisphères comparé aux autres. Et quand on parle d'hémisphère, ça vous fait peut-être penser à tout ce que vous avez entendu sur le fait d'avoir plus un cerveau gauche ou droit, mais sachez que presque tout ce que vous avez entendu est du non-sens total. Ce sont des mythes. Il y a des fonctions qui sont latéralisées dans le cerveau, mais si vous commencez à entendre qu'une personne est plus émotionnelle ou plus rationnelle parce qu'elle a plutôt un cerveau gauche ou droit, tout ça est totalement faux. Donc quand j'ai dit qu'apprendre à jouer d'un instrument ou à chanter améliorait la connectivité entre les deux hémisphères du cerveau, on ne parle pas d'améliorer les capacités émotionnelles ou rationnelles de quelqu'un. C'est améliorer la capacité de tous les circuits dans le cerveau qui fournit de multiples façons pour apprendre de nouvelles choses. C'est pourquoi c'est le genre de choses qui sont recommandées de faire. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, l'énergie ou la motivation pour apprendre de nouvelles formes de musique, vous serez peut-être très heureux d'apprendre que simplement écouter de nouvelles formes de musique, et en particulier quand vous écoutez une nouvelle forme de musique et que vous y prêtez attention, pas simplement la laisser jouer dans le fond, ça a aussi été montré que cela améliorait l'extension de la capacité de neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à se modifier et à apprendre plus efficacement toutes sortes de choses mentales et physiques. Donc, je vous encourage à écouter vos musiques préférées, mais aussi de temps en temps d'aller dans des playlists sur lesquelles vous n'êtes jamais allé, dans des types de musique ou que vous n'avez jamais écouté, et d'écouter de nouvelles formes de musique qui vous plairont peut-être, mais le simple fait d'écouter de nouvelles formes de musique semble activer des circuits cérébraux de telle sorte que cela permet un meilleur apprentissage et une meilleure compréhension de tout type de choses. Nous avons donc couvert un sacré sujet sur ces deux épisodes sur la musique et le cerveau, mais il reste encore des choses dont nous n'avons pas parlé, comme la structure mathématique de la musique et comment cela est lié avec la structure mathématique du déclenchement des neurones. On en a un tout petit peu parlé quand on a évoqué comment certaines fréquences sonores pouvaient susciter une certaine activation des neurones, libérant ainsi des substances neurochimiques. Nous avons également parlé de comment la musique pouvait être utilisée pour changer notre humeur, nos états émotionnels et notre motivation, et pas simplement pour réduire la musique, mais pour comprendre comment notre cerveau y répond et comment on peut l'utiliser dans toutes ses formes pour en tirer le maximum, comment on peut utiliser le contraste silence-musique pour améliorer notre motivation et notre capacité d'apprentissage, notre concentration et notre attention, etc. Ce sujet est tellement vaste qu'il fera certainement l'objet de futurs épisodes du podcast des 4 piliers. J'espère en tout cas que cela va vous donner envie d'écouter de la musique et de l'écouter différemment et peut-être d'utiliser la musique pour différentes raisons dans votre vie et par-dessus tout d'aimer la musique en l'écoutant ou en la jouant ou les deux, car maintenant vous savez que la musique n'est pas juste capable d'activer votre cerveau, mais que votre cerveau contient un grand nombre de circuits et de zones qui sont littéralement là pour écouter et exploiter la musique. Nous en avons donc terminé avec ces deux épisodes sur
La musique et votre cerveau, 2 très gros épisodes, de plus de 50 minutes chacun. Comme je l'ai dit, c'était un gros sujet, mais c'est un sujet qui est absolument, fascinant parce que, eh bien, de nos jours, il est très rare de croiser des personnes qui n'écoutent pas de la musique. C'est voilà, culturellement, c'est extrêmement, imprégné, mais je pense que c'est, comme nous l'avons vu, c'est aussi, dans nos gènes, dans notre ADN d'aimer écouter de la musique et on a cette volonté de le faire parce que ça a été un moyen de communication, pendant, une grande partie de l'existence de l'espèce humaine et de son évolution. Et donc c'est pour ça que la musique est aussi présente. Et puis on a de la chance maintenant, pour pas cher, d'avoir accès à des millions et des millions de titres différents et à des centaines de types de musique différents. Voilà, il y a un monde énorme à explorer, que ce soit donc pour réussir à se motiver, pour réussir à mieux apprendre les choses, que ce soit pour se rendre plus heureux ou moins triste selon comment vous voulez tourner la phrase. Hem, voilà, il y a énormément de choses. C'était très intéressant d'apprendre tout ça. Merci d'avoir suivi ça. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 18 h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. N'hésitez pas sur YouTube à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager bien évidemment le podcast autour de vous. Hem, N'hésitez pas également sur les plateformes d'écoute à mettre 5 étoiles au podcast, à mettre 5 étoiles également au format court. Merci de votre écoute, merci pour votre intérêt dans la science. On se retrouve donc la semaine prochaine également pour 2 formats courts le jeudi et le samedi à 18 h sur la chaîne et sur les plateformes d'écoute, bien évidemment. Et puis sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.